Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On vous reçoit aujourd'hui pour la chaîne YouTube d'IDEO. Est-ce que pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Danielle Obono, je suis députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise. Je suis également bibliothécaire de profession et engagée dans les mobilisations sociales et les mouvements depuis un certain temps en fait. Je fais à peu près tout, le mouvement altermondialiste, le mouvement anti-guerre, les mouvements contre le CPE, les mouvements étudiants, etc. Voilà, donc une militante de longue date maintenant. D'accord. Justement, vous venez d'évoquer votre parcours et puis votre fonction actuelle, député de la 17e circonscription, Voilà, c'est ça? 17e circonscription, c'est entre le 18e et le 19e arrondissement de Paris. Exactement. Ouais. Euh, et alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, après le parcours militant que vous avez vu avant, à justement devenir député, à aller chercher le vote de vos concitoyennes et concitoyens? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir député? Ben, c'est l'engagement militant qui m'a amené, comme je le disais, à être engagée dans les mobilisations altermondialistes, les mobilisations anti-guerre, et puis en France, donc notamment à partir de 2002, avec la présence de Jean-Marie Le Pen à l'époque au second tour, et les débats qu'il y avait eu autour du rapprochement entre la gauche radicale, l'extrême gauche, LO, la LCR à l'époque. Voilà, c'était il y a très très longtemps maintenant, mais donc voilà, donc j'étais engagée dans ces courants et au fur et à mesure, j'en suis arrivée à défendre l'idée qu'il fallait unir toutes les forces de la gauche radicale. Donc j'ai rejoint la LCR, puis qui est devenu le NPA. Et donc au fur et à mesure, notamment avec la campagne en 2005 pour contre le traité constitutionnel européen, et donc l'arc de force politique, syndical, associatif qui s'est construit à l'époque. Donc ça a confirmé en fait cette, cette analyse que si on arrivait à réunir toutes ces forces, on pouvait gagner des échéances électorales. Donc là, c'était un référendum, mais on pouvait construire des majorités en fait. Et donc cette campagne, et surtout la campagne de terrain, a montré que c'était possible. Et donc voilà, par débats et mobilisations successives, j'en suis arrivée à défendre la nécessité de répondre à la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui faisait déjà partie en fait de cette mobilisation contre le traité constitutionnel européen, et donc qui avait montré justement la capacité de construire des arcs de force victorieux, qui a quitté le Parti socialiste sur une analyse d'un désaccord profond sur cette stratégie-là, et qui a proposé de construire le front de gauche avec, donc, notamment au Parti communiste et à l'époque au NPA. Et donc je faisais partie d'un courant dans le NPA qui défendait l'alliance avec ces forces-là. Et n'ayant pas réussi à convaincre au bout d'un moment au sein du NPA, avec d'autres camarades, on a choisi de rejoindre le front de gauche et donc de construire ce, ce mouvement et de participer notamment à la campagne, la première candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Voilà, et à partir de là, en fait, moi, j'ai continué à construire le front de gauche, puis quand le front de gauche est arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'il était en capacité de faire, donc notamment euh, sur la question de rompre vraiment avec le Parti socialiste au pouvoir, et cette stratégie-là, j'ai été convaincue par la proposition de Jean-Luc Mélenchon de construire la France insoumise. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon, et puis c'était aussi sur la base du programme, et donc de tout ce parcours-là, et de tout, notamment de tout ce qu'on avait déjà défendu lors de la précédente élection. Et donc voilà, j'ai rejoint la France insoumise. Et justement, vous avez vraiment tout un parcours sur de l'action militante, d'action citoyenne, Mhm. qu'on parfois on appelle la société civile. Vous pensez aujourd'hui que la fonction de député, elle a encore un sens? Elle est souvent remise en question Mhm. sur divers côtés, aussi bien du côté parfois
du pouvoir, qui veut justement réduire notamment le nombre de députés, parfois voilà, dans d'autres endroits. Qu'est-ce que vous pensez encore de la fonction de député à l'heure notamment des crises actuelles, crise sociale et crise démocratique? Écoutez, moi, de l'intérieur, étant aujourd'hui ayant ce rôle, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire en fait, parce qu'on est interpellé et il y a vraiment beaucoup de choses de combats à mener, de ce qu'on représente, de soutien en lutte. Nous, on conçoit la fonction de député comme construisant au sein de l'institution et relayant au sein de l'institution les paroles, les revendications, les luttes et faisant vivre l'institution de la réalité du mouvement social, des aspirations. Donc, où doit résonner en fait le débat démocratique et nous en sommes, on essaie d'en être les meilleurs relais, mais aussi comme étant une députée, acteur et actrice des luttes, des mobilisations, donc dans l'institution et dans la lutte et dans voilà, la construction d'un rapport de force sociale, etc. Et donc c'est quelque chose qui, de mon point de vue, a plus que jamais du sens et de l'importance dans un moment justement où les droits démocratiques, les droits sociaux, les droits écologiques sont remis en cause et les institutions de l'intérieur même on sent un délitement profond en fait de la sécurité sociale, de toutes les institutions démocratiques. Et donc oui, je pense que ça a du sens. Après, ce que nous, on porte aussi dans notre programme, à travers la proposition d'une constituante, c'est aussi le constat que justement, la Ve République en particulier, par sa nature très hiérarchique, très présidentialiste, mais de fait, on est dans un moment de l'histoire du pays, de notre société, où il y a besoin de refonder les institutions. Il y a besoin pour plein de raisons, parce qu'on a un peuple multiculturel, avec un niveau d'éducation qui a jamais été atteint, avec des enjeux sociaux, écologiques qui se sont jamais posés à aucune génération de cette manière-là. Et donc il y a besoin de refaire société, au sens de reposer, voilà quelles sont nos priorités, voilà quels sont nos enjeux. Et on pense que nous sommes tous et toutes capables voilà, d'arriver à produire, à refonder le socle qui fait de nous une nation, un peuple. Et c'est pour ça que la question de l'Assemblée constituante, pour nous, est un outil qui permettrait de redonner du sens aux institutions et aux différentes fonctions. Donc, c'est-à-dire avec... L'Assemblée constituante, pour rappeler, c'est vous appelez en fait un certain nombre de citoyens tirés au hasard, c'est ça? Après, il y a des modalités. Nous, on propose un tirage au sort et on propose que ce soit des personnes qui n'aient jamais eu de fonction élective avant, parce que ça permet de renouveler le regard, que en gros nous proposons de lancer ce processus-là dès le début du mandat. Si nous sommes majoritaires, il y aurait d'une part l'Assemblée nationale élue, le président, le gouvernement qui met en œuvre le programme pour lesquels ils ont été élus, et une Assemblée constituante avec des citoyens qui délibèrent, pas simplement dans un lieu, mais dans tout le pays, c'est-à-dire que il y a d'organiser partout, dans les quartiers, les écoles, les entreprises, etc., des consultations, des assemblées citoyennes, des délégations se font et c'est porté pendant le temps qu'il faut. Ça peut se faire en 2 ans. Les processus qu'il y a pu y avoir dans d'autres pays, voilà, ça va de 2 à 5 ans, ça peut être plus ou moins long. Mais voilà, on prend le temps qu'il faut pour déterminer voilà, quelles sont les valeurs fondamentales, les règles, les priorités qu'on se donne. Et donc, on réécrit une constitution. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé. Bien sûr qu'il y a des socles important et utile, tous les éléments des constitutions précédentes. C'est un bloc constitutionnel à partir de laquelle on peut travailler, mais il nous semble que voilà, il y a besoin, donc pas simplement dans les textes, mais aussi dans ce que
la société et la population se donnent comme objectif pour nous, par exemple, la question de la règle verte, c'est-à-dire de s'imposer de l'inscrire comme un enjeu constitutionnel, le principe que l'on ne va pas prendre à la planète, pas produire, pas importer, etc., plus que ce que la Terre et l'écosystème est capable de régénérer et de supporter. Et donc cette règle verte-là, pour nous, ça doit être une règle qui détermine l'ensemble du fonctionnement de la société, que ça doit être plus important par exemple que le droit à la propriété. Et c'est vrai que dans les textes constitutionnels précédents, le droit à la propriété est mis au même niveau que tout. Ben, nous pensons que l'enjeu de la sauvegarde de l'écosystème doit être supérieur et doit être placé comme une règle supérieure. Donc voilà, c'est ce type de processus, mais aussi sur le fait de dire que par exemple les élus, ils doivent être révocables à un moment donné si on considère qu'ils n'ont pas fait ce pourquoi ils avaient été élus à tous les niveaux, et ça va du conseiller local jusqu'au président de la République. Il doit pouvoir y avoir un processus où voilà, le peuple serait saisi et il faut voilà, une proportion de l'électorat, bien sûr, etc. Et voilà, on peut révoquer un élu qui devra rendre des comptes, qui pourra se représenter et voir, etc. Mais voilà, la révocation, le référendum, un vrai référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes peuvent non seulement proposer des lois, mais en faire. Et en écrire, et que ce soit, etc. Donc on a toute une palette de possibilités aujourd'hui qui permettraient de faire revivre les institutions et de répondre à la fois à la crise écologique, ce que je vous dis sur la question de la règle verte, à la crise démocratique, de se réapproprier les institutions, de se redonner du pouvoir, à la crise sociale aussi. On pense par exemple que c'est la phrase de Jaurès sur le fait que les citoyens sont maîtres dans la cité et sont restés serfs dans l'entreprise. Et donc nous on pense que les entreprises, on n'est pas contre l'entreprise ou les entreprises, mais on pense que les entreprises, ce sont d'abord les salariés, ce sont les personnes qui les font vivre, et donc elles doivent avoir du pouvoir de décision. Ça peut pas être des conseils d'administration, des fonds d'investissement qui décident qu'on va fermer une boîte qui fait des profits parce qu'on veut faire plus de profits encore par les dividendes de la financiarisation. Et donc on doit donner du pouvoir dans l'entreprise. Voilà, donc c'est tout ça qui permettrait et du coup de redonner du sens aux fonctions et au rôle des députés, des élus à tous les niveaux, et qu'on soit pas d'abord des personnes qui sont déconnectées du reste de la population parce que mis sur une espèce de piédestal, même si c'est une charge et c'est une responsabilité. Et nous on pense d'ailleurs que plus il y a de personnes qui ont l'expérience, y compris du travail dans l'institution, d'être élu, etc., il faut un renouvellement beaucoup plus régulier, parce que en fait, ça responsabilise tout le monde. Ça permet aussi de se rendre compte, en fait, voilà, il faut trouver des compromis, qu'on ne peut pas avoir tout de suite si tout le monde est à un moment donné en situation de devoir gérer, organiser, etc. Et voilà, donc plus que jamais, je crois que oui, dans la situation actuelle, avec toutes les attaques et toute la remise en cause des droits, des libertés et des institutions, et dans ce qu'elles ont de juste et de nécessaire, oui, la fonction de député a encore un sens, en tout cas nous, la manière dont on le conçoit, et surtout pour l'avenir. Voilà, les formes de représentation. Et justement, alors vous avez évoqué plein de sujets auxquels on va développer juste par la suite. Vous avez parlé de la crise sociale que traverse notre pays. Alors on peut évidemment penser au mouvement des Gilets jaunes, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura sûrement peut-être après. Moi, la question que j'avais, c'était un peu, c'est quoi la dynamique entre cette crise sociale que traverse notre pays et justement la crise démocratique dont on vient juste parler, un peu la question de l'œuf et de la poule. C'est quoi la dynamique entre ces deux-là? Qui nourrit l'un, qui nourrit l'autre? Est-ce que en fait la crise des Gilets jaunes, elle est purement démocratique et on sent qu'il y a un mal-être démocratique, une perte de sens dans notre pays? Est-ce que c'est purement social? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment vous analysez, on peut prendre l'exemple de la crise des Gilets jaunes, comment vous analysez ça, ces mouvements qui émergent en France et aussi dans d'autres parties du monde?
Bah, d'abord, je pense que c'est important ce que vous dites sur le reste du monde parce qu'on est dans un moment où voilà, de l'Irak au Chili, en passant par bon, la France, puisqu'on est dans un mouvement de basse intensité depuis plusieurs mois. Voilà, on voit qu'il y a quand même des mouvements, des mobilisations sociales et citoyennes qui ont un certain nombre de points de similitude. Tout n'est pas pareil, les pays ne sont pas pareils, etc. Mais c'est suffisamment récurrent en plus depuis une dizaine d'années, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu les mouvements en Tunisie, il y a eu les mouvements en Égypte, en plus sous des régimes et des institutions très différentes. On parle dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, par exemple, de régimes autoritaires. Dans le cas de l'Irak, c'est un entre-deux, mais c'est un pays qui est en guerre et qui est en reconstruction depuis 10 ans. Enfin, c'est des situations. Le Chili, c'est encore autre chose. La France, c'est encore autre chose. Mais quand même, il y a des similitudes qui montrent en fait, je crois que la planète elle-même, avec la crise écologique, et puis les populations sont à bout d'un système bon, moi je parle du système capitalisme, mais dans sa forme aujourd'hui contemporaine, le néolibéralisme, c'est-à-dire cette théorie qui a été appliquée notamment, enfin, parmi les premiers pays à avoir en fait connu le traitement néolibéral, c'est des pays comme le Chili. Le Chili a été un des laboratoires du néolibéralisme oui, mais sous notamment la dictature de Pinochet, et qui était présenté dans toutes les institutions internationales comme le meilleur élève. Enfin, on parle justement voilà, comme une réussite, etc. Il a été soutenu par tous les grands États, etc. Donc c'est intéressant que, voilà, après les années de plomb, après la répression des générations sacrifiées, on voit d'ailleurs dans les mouvements, si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, les références à une histoire comme ça de très 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 longue, et c'est assez fort en fait, ce retour de l'histoire. Mais je pense que voilà, moi j'utilise un peu la formule qu'on retrouve beaucoup en ce moment de Gramsci. Il y a d'un côté un monde qui se délite et qui arrive à bout, un peu à perdition, que les classes dirigeantes, que les États, les gouvernements qui sont justement qui pensent en fait que on peut continuer à produire, à faire du profit dans un monde fini en extrayant les ressources, le pétrole, enfin voilà, les énergies fossiles comme ça, et qui ont une vision à court terme et qui essaient par tous les moyens de continuer à le défendre et bec et ongle voilà, qui ont une vision complètement, moi, que je trouve complètement irrationnelle, même si ils le justifient avec des arguments ultra technocrates, experts, voilà. Oui, ah ben oui, mais c'est l'intérêt du profit, et donc c'est la logique même du système capitaliste avec sous sa forme aujourd'hui néolibérale. Donc ce monde-là, il est en train de mourir, il est arrivé au bout. Il n'a d'ailleurs jamais eu vraiment, le néolibéralisme n'a jamais eu une base sociale majoritaire dans les pays. Ça s'est toujours fait beaucoup plus sur la contrainte que sur l'adhésion. C'est-à-dire que un très bon exemple. Voilà, un très bon exemple, mais c'est contrainte autoritaire, par des États autoritaires, ou sous d'autres formes. Et je crois que par rapport à d'autres, par exemple pendant les 30 Glorieuses, on parle souvent il y avait un consensus, y compris d'une partie du mouvement ouvrier, parce que il y a eu pendant un temps, en tout cas dans un certain nombre de pays, des bénéfices pour une partie de la population. Mais c'est quand même un système qui a toujours eu un problème de légitimité sociale, etc. Et donc, voilà, ce monde-là est en train de s'écrouler et d'envoyer tout le monde à la catastrophe. Et il y a d'autres formes, les aspirations sont très fortes à d'autres modèles, à un autre modèle, et des formes d'expérimentation
de nouveaux espaces se construisent. En France, on a eu les ZAD et voilà. Mais je parle des ZAD, mais même dans le mouvement des Gilets jaunes, quand on lit les témoignages qu'on a été sur les ronds-points, etc., des formes de solidarité, les gens se mettent à... Les imaginations, en fait, les langues se sont déliées, les imaginations se sont déliées, et voilà, on a vu... et beaucoup de gens ont fait l'expérience de tout d'un coup on arrête la télé et on se met à penser et à revivre d'une certaine manière. Donc il y a quelque chose de très fort là, et donc dans tous ces mouvements, dans toutes ces mobilisations, les graines, je pense, d'un autre monde existent et sont en germe, et donc on est dans cette tension entre les deux. Une espèce de grande phase d'expérimentation en fait. Je pense qu'il y a une accumulation en tout cas d'expérience, mais c'est pas juste sur la dernière période, parce que ça fait, voilà, ce sont des années et des années par différents mouvements d'auto-organisation, d'expérimentation alternatives, etc. Et je pense qu'on arrive à une maturité en fait de tous ces processus. Et voilà, donc c'est la phrase où il y a... c'est à la fois Lénine et Gramsci. Lénine, c'est ceux d'en haut ne peuvent plus continuer comme d'avant, ceux d'en bas ne veulent plus, ceux du milieu basculent, et voilà, on est entre les deux. Et Gramsci, c'est le côté un monde, le vieux monde est en train de mourir, le nouveau est en train de naître, et entre les deux, il y a des monstres qui apparaissent. Et donc voilà, je reviens à mes références théoriques, mais moi je sens vraiment quelque chose comme ça. Et donc on est dans cette tension très très forte, et de force contradictoire. Et voilà, et on a les monstres, et les monstres, c'est ce que le vieux monde fait dans ses soubresauts, c'est la violence sociale, économique extrêmement forte, c'est la violence policière, brutale, de répression des mouvements, ce sont les attaques islamophobes et la résurgence enfin la résurgence, ça n'a jamais disparu, mais on monte dans un degré de stigmatisation, et voilà, il y a un haut niveau d'intensité. On est quand même dans un pays où depuis 3 mois, sans discontinuer, on a un débat public qui est structuré autour de la volonté du président d'être au second tour face à Marine Le Pen. Et donc la stratégie qui est dite, c'est d'avoir Marine Le Pen au second tour, et donc immigration, voile, et voilà, non-stop. Et on a juste la dernière pièce, et je pense que c'est une pièce maîtresse, mais moi que je trouve extrêmement préoccupante, qu'on a un système médiatique qui s'est mis en branle, s'est mis en marche d'une certaine manière, et qui est devenu le canal officiel de diffusion, pas juste de la parole officielle, de la Macronie, etc. À la rigueur, vous me direz, voilà, les médias sont pas neutres, sont instrumentalisés, etc. Il y a une forte concentration, comme ça n'a jamais été le cas. Mais là, on a quand même tous les jours sur une chaîne de moyenne grande écoute, des discours d'extrême droite qui sont légitimés, et sur chaque plateau des chroniqueurs, soi-disant chroniqueurs, etc., d'extrême droite, qui vont développer leur thèse. Et donc on a quand même voilà, c'est cette violence-là, je crois, elle est extrêmement forte. Mais c'est contrebalancé par les résistances, quoi. Et les Gilets jaunes en sont une expression, Extinction Rebellion en est une expression, les grèves des urgentistes en sont l'expression, c'est-à-dire les gens qui tiennent, voilà, je crois que les attaques, en fait, on en est à l'os, quoi. C'est-à-dire que... Et maintenant, c'est une question de survie. C'est tout simplement voilà, Donc voilà, on est dans ce moment, c'est ça, c'est un peu moi comment je vois le moment. Et justement, alors vous avez évoqué Emmanuel Macron sur une question vraiment plus précise et plus, entre guillemets, très concrète. Vous en pensez quoi des réponses qu'a pu formuler Emmanuel Macron à la fois à la crise des Gilets jaunes et plus globalement à la réponse qu'il est en train de formuler à la crise sociale, et également la réponse qu'il essaie de formuler du côté un peu plus institutionnel? Qu'est-ce que vous pensez? C'est l'exemple, enfin l'illustration parfaite de ce que je disais. C'est le monde en perdition qui s'accroche, c'est pas juste qui s'accroche, mais qui
appuie sur la pédale d'accélérateur pour aller dans le mur. C'est-à-dire Emmanuel Macron, pour lui, la réponse au mouvement des Gilets jaunes, c'est de faire payer les primes soi-disant accordées suite à la mobilisation par les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qui a été voté dernièrement lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que les primes accordées, donc tout le monde disait, voilà, d'abord ils ont dit que c'était l'augmentation du SMIC, ce qui n'était pas le cas, finalement c'est des primes, ça va être payé par les salariés eux-mêmes. C'est vraiment, mais en termes de foutage de gueule absolu, je veux dire, c'est d'un mépris et d'un cynisme absolument. Donc voilà, c'est redoubler la violence sociale, redoubler le mépris de classe. La réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage, voilà. C'est ça, mais c'était quand même, voilà, les primes, etc. C'est-à-dire, vous voyez, on vous a donné de l'argent. Vous voulez de l'argent, voilà, on va vous le donner. D'ailleurs, c'est le vôtre qu'on a pris et qu'on vous redonne. Et en plus, vous devriez dire merci. Donc, redoubler la violence sociale. Et économique. Redoubler le mépris, c'est quand il explique que il va faire ce que je vous disais tout à l'heure de l'immigration, le thème fort, parce que Marine Le Pen est son ennemi, etc. Ce qu'il dit quand même, c'est les classes, ce sont les classes, il le justifie par un racisme de classe, en disant, en gros, c'est les classes populaires, c'est pour répondre aux classes populaires, parce que c'est elles qui subissent l'immigration. D'abord, c'est une vision assez très raciste et xénophobe en fait des classes populaires, parce qu'en fait les classes populaires en fait elles sont aussi immigrées. Voilà, c'est voilà, donc d'un côté ça montre quand même, ça dit vraiment beaucoup de la manière dont on voit les choses. Donc il y a d'un côté les classes populaires et puis de l'autre les immigrés. Et en plus voilà, c'est reprendre l'ancienne de l'extrême droite où on essaie de diviser, de mettre, voilà, il y a les classes populaires en gros blanches, les blancs, c'est ça, les ouvriers, c'est ça sa vision de la société. En gros, les noirs et les arabes, c'est juste des immigrés et en fait ils sont pas la France, quoi. Ça dit tellement de choses. Donc et en plus on explique que c'est pour répondre à la soi-disant, enfin à la xénophobie des classes populaires qu'on va en remettre une couche sur l'immigration. Donc on redouble de la violence symbolique et du mépris fainéant, réfractaire, etc. On redouble sur toutes les classements sans suite de signalement sur les violences policières. On a eu quand même plus de 8000 arrestations, des centaines de personnes blessées, des personnes éborgnées, etc. Et là, jour après jour, tous les signalements sont classés sans suite. Et donc voilà, ça veut dire en fait, on vous a éborgné, on vous a mutilé à vie, on vous a traité de tous les noms, etc., antisémites, etc. Et en plus, vous n'aurez même pas justice, quoi. La justice, aujourd'hui, est instrumentalisée, clairement instrumentalisée par Madame Belloubet et compagnie, pour continuer la guerre sociale et démocratique. Donc voilà sa réponse. Sa réponse, c'est vous en vouliez plus. Et la une de valeur actuelle, où on fait un paquet cadeau on va dire aux personnes qui sont victimes, mais là en fait c'était même filmé, je veux dire c'est l'extrême droite qui filme. Qu'est-ce que vous voulez de plus flagrant comme violence raciste, xénophobe, etc. Et en fait, on a un président qui dit, mais en fait, l'extrême droite s'est fait avoir par il retourne, la personne qui est victime devient suspecte, Pour mettre en contexte, il parle effectivement de la mère de famille qui est venue au conseil régional, qui a accompagné une classe de jeunes enfants dont son fils, et qui s'est fait interpeller violemment par un élu du Front National en pleine séance. Par ailleurs, ensuite, par d'autres, quand elle est sortie, parce qu'elle portait un voile et que ces gens-là sont islamophobes, et au nom de la laïcité, en plus en dévoyant le principe même de la laïcité. Et donc ce qui a énormément quand même choqué une partie de la population. Moi-même, j'ai participé à une tribune de beaucoup de gens d'horizons différents qui disaient jusqu'où laisserons-nous faire la haine contre les musulmans et les musulmanes. Mais là c'était tellement gros, et dans la période, en fait, ça participait de l'accumulation dont je parlais, mais en fait, c'est quelque chose qui est systématique depuis de très nombreuses années. Et donc, le président de la République qui
d'abord ce que n'a jamais fait aucun président de la République, c'est-à-dire accorder un entretien à un média d'extrême droite. Alors certains disent média conservateur, voilà, de droite extrême, enfin voilà. Pour moi, ces gens-là, c'est des gens d'extrême droite. Mais soit. Mais pour y dire quoi ? Pour y dire, cet élu d'extrême droite-là avait raison. Et d'ailleurs, cette femme-là n'aurait pas dû être là, a essayé de le piéger. C'est d'ailleurs toute une théorie du complot. Enfin, mais il légitime toute la théorie, le complotisme de l'extrême droite, etc. C'est d'une violence. Et ça dit clairement quelle est encore une fois cette stratégie. Donc voilà la réponse d'Emmanuel Macron. C'est une réponse d'abord je pense qu'il traduit un tel dogmatisme. Ces gens-là sont tellement dans leur monde et sont tellement persuadés d'avoir raison contre tout, contre la société, contre le peuple, ont un tel mépris social, ont un tel racisme, parce que voilà, on pourrait parler d'autres propos d'Emmanuel Macron sur le ventre des femmes africaines, toute la problématique sur les migrations par exemple, où derrière c'est la vision des masses, des hordes qui sortent d'Africains parce que les femmes font trop d'enfants et qui arrivent et qui envahissent. Derrière, il y a ça quand même, et voilà les inspirations théoriques, donc racistes, xénophobes, et pour qui en fait tout va bien, Madame la Marquise. Les débats à l'Assemblée nationale, quand on interpelle, là cet automne on est dans l'examen du budget, etc. On interpelle les députés de la majorité. Vous voyez bien, l'INSEE vient de sortir à une étude qui montre que les réformes que vous avez mis en place depuis 2017, le résultat c'est 400 000 de pauvres en plus, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Voilà, non, tout va bien. En fait, non, on n'a jamais créé autant d'emplois. Enfin, pour ces gens-là, en fait, rien n'existait avant Monsieur Macron, et tout ce qui est positif, c'est grâce à lui, et tout ce qui est négatif, c'est les autres. Et donc, ils sont dans un monde où ils nous expliquent, Madame Pénicaud, encore une fois, tout va bien. Voilà, donc okay. Voilà ce qui m'inspire à la fois de la sidération, parce que quand on pense qu'ils ont touché le fond, ils continuent à creuser, vraiment, et de la rage aussi, de la colère, parce que c'est dangereux ce qu'ils font, parce que s'ils pensent, en fait, ils pensent qu'ils vont agiter, voilà, c'est le chantage au deuxième tour, c'est moi, voilà. Et en fait, tous les exemples, à la fois passés et présents, nous montrent que à un moment donné, ça marche plus, parce que une partie des gens préfèrent l'original à la copie, et d'ailleurs se trouvent légitimés à préférer l'original une fois qu'on légitime. C'est l'extrême droite, et c'est ce qu'on a vu au Brésil, ce qu'on a vu en Italie, dans l'actualité récente et dans l'histoire. Donc en fait, ils mettent en danger la République même, et préparent littéralement la prise de pouvoir par l'extrême droite. Et donc voilà, ces gens sont dangereux, il faut les arrêter. Et heureusement, moi je crois qu'on a les forces. Il y a une majorité aujourd'hui qui en a marre, qui en peut plus, et faut pour moi le rôle des vrais responsables politiques, parce que ces gens-là, je crois pas qu'ils sont irresponsables, c'est des irresponsables politiques, des responsables politiques, des élus, des gens de gauche, notre travail c'est de construire les ponts, les alliances, les liens entre toutes ces colères, toutes ces colères légitimes, pour non pas simplement faire barrage et stopper ce qui est en train d'être fait, mais voilà, construire l'avenir, quoi. Justement, donc là vous avez fait un constat qui est très juste. Très concrètement, c'est quoi, alors là ça va être assez succinct, mais c'est quoi les grandes mesures? J'essaie d'être succinct. Non, mais ma question avec succinct, la réponse c'est à vous de voir. C'est quoi les gestes forts d'une présidente ou d'un président donc qui arriverait au pouvoir? C'est quoi les gestes forts pour essayer justement de faire redescendre un peu tout ce climat, le climat social? Alors on va synthétiser sur, disons, 3 mesures, 3 urgences, on peut y en avoir un peu plus, mais c'est quoi les grandes mesures, des grands signaux forts à émettre en ce moment pour vous? Concrètement, nous, on a un programme d'urgence, un programme des 100 premiers jours, c'est prêt, et ça continue à s'accumuler, parce que depuis 2 ans et demi maintenant, on a de quoi faire. Je pense qu'il y a à répondre aux enjeux qui mobilisent et qui
aujourd'hui font la mobilisation sociale. Il y a la question de le partage des richesses, et c'est, de mon point de vue, c'est une mesure d'augmentation du salaire minimum et du dégel du point d'indice. Donc voilà, Mounir Jugeant, c'est une des premières de justice sociale, de lancement d'une constituante, voilà, démocratique. Je pense qu'en termes de signal que, enfin, on rentre dans une autre ère, et on se donne en tant que société un nouvel horizon. Pour moi, c'est le lancement de ce qu'on va appeler un Green New Deal, ou une proposition que nous on travaille en ce moment, une grande résolution à l'Assemblée qui donne un horizon, pas simplement par rapport à la catastrophe, parce que voilà, il faut se préparer à la catastrophe, il s'agit plus d'inverser, il s'agit de s'adapter, d'adapter la société, mais qui donne aussi aux étudiants, aux élèves, aux générations, un défi civilisationnel qui va nécessiter de la créativité dans tous les secteurs, et qui va produire de la richesse humaine, de l'activité, etc. Donc voilà, je pense que un appel... une certaine... Enfin, même on peut parler en termes de budget, c'est-à-dire une certaine somme. Oui, après, oui, mais ça je veux dire, ça c'est des mesures... qui vont s'égrener ensuite dans des textes. Mais je pense que s'il y a trois gestes forts, on va dire très symboliquement, c'est l'augmentation du SMIC et, en termes économiques, c'est le lancement de la constituante, et c'est à l'Assemblée voilà, le vote d'une résolution de type Green New Deal, voilà, ou règle verte, qui dit voilà l'horizon qu'on se donne. Voilà. Donc les trois gestes, l'augmentation du SMIC, c'est le gouvernement qui peut le faire tout de suite, de manière réglementaire. La constituante, c'est le président de la République qui la lance, et l'Assemblée, vous voyez, enfin, il y en a pour chacun, et l'Assemblée, la résolution pour la transition écologique, on va dire en français. Mais voilà, Green New Deal. Justement, sur la crise écologique, alors évidemment on traverse la France, mais c'est le monde entier, hein, on n'est pas tout seul à devoir l'affronter et à devoir y répondre. Un de vos premiers engagements politiques, ça a été notamment justement le soutien à José Bové suite à son fameux démontage de McDo. Ouais, c'était quand ça? Oula, c'était en 2000, hein. Oui, c'était en 99-2000. Parce que, bon, ouais, la chronologie devient confuse pour moi, mais en fait, moi, je suis allée à Millau 1 an après le démontage, parce que c'était au moment de son procès. Oui, et c'était cet été-là où, avec des amis, on est allé à Millau pour soutenir, et on a rencontré, tous ces mouvements-là. Et en fait, la rentrée en septembre suivant, on arrivait à Paris, et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Attaque, etc. Donc c'était c'était l'été 2000, donc c'était 99. C'est en 99 le démontage. D'accord. Et après, par rétro-planning, voilà. D'accord. Et alors, aujourd'hui, les McDo sont des lieux parfois presque plus visités que les musées. On a l'impression, enfin vous l'avez dit juste avant, qu'on a quand même beaucoup de mal à essayer de résoudre, au moins influer le cap pour la crise écologique, de savoir où est-ce qu'on va. Les 2 degrés de plus, c'est quasiment maintenant, on a l'impression que c'est quasiment acquis, donc il y a même presque le combat là-dessus, il est presque perdu. Depuis José Bové, depuis le démontage du McDo, il y a du temps qui s'est écoulé. Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps? Pourquoi on a pris autant de temps à répondre à la crise écologique? Pourquoi peut-être, alors je ne sais pas si c'est une critique, une autocritique, mais pourquoi la gauche elle n'a pas su se saisir aussi fortement au moment où il y avait quand même des premiers signes sur cette crise écologique? Qu'est-ce qui explique tout ça? Pourquoi on a mis autant de temps à se rendre compte qu'on allait dans le mur? D'abord parce qu'il y a eu un effort concerté pour empêcher la prise de conscience. On sait maintenant que c'est depuis au moins les années 70 que les industriels, notamment les industriels du pétrole, savent les effets
de leur activité sur l'écosystème. Il y a, je crois que c'est même dans les années 60 où il y a déjà des rapports à l'époque qui sont remis au président des États-Unis sur les premiers effets, etc. Et les industriels, Jimmy je crois Carter, que c'est, voilà, Jimmy Carter, et les industriels, je crois que c'est au moins ExxonMobil et British Petroleum, BP, font des études et voilà, et mesurent déjà l'impact. Donc on le sait depuis des années. Et en fait, ce qu'ils vont faire, au lieu de se dire, là il y a quelque chose, etc., ils vont mettre en place une stratégie pour empêcher et pour contrer voilà, les discours, y compris environnementaux, qui commencent à se développer. Donc on a une stratégie concertée d'empêcher que cette prise de conscience... je pense, oui, qui de fait, alors ça se matine maintenant de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que les mêmes qui sont parmi les industries extractivistes nous expliquent qu'on va faire, ils vont extraire avec du méthanol, du pétrole, enfin voilà, donc c'est une manière d'enrober les choses, mais voilà, ils vont faire de la pollution verte, le marché carbone, blablabla, et puis ce sont quand même les industries les plus polluantes qui mettent les plus grands obstacles à ce qu'il y ait des mesures contraignantes, et pas simplement parce que tout le monde peut signer pour dire il faudrait, ce serait bien que voilà. Mais des mesures contraignantes, voilà, c'est ces lobbies-là qui empêchent qu'on fasse la bifurcation, en partie parce que les gouvernements sont coupables d'accepter cela et participent d'ailleurs eux-mêmes, par exemple en finançant les énergies fossiles. Aujourd'hui, l'État finance voilà, à travers des prêts, à travers des banques, etc., les énergies fossiles, et ça c'est un grave problème. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a empanché pendant longtemps, et c'est vrai que le courant écologiste, les mouvements écologistes, environnementaux on doit beaucoup à ces mouvements-là qui très tôt, de personnes, d'individus, de citoyens et de militants politiques qui ont alerté très tôt. Et moi, je viens d'un courant politique de l'extrême gauche, j'ai un peu situé les trotskistes, etc., qui pendant très longtemps, mais comme sur d'autres questions, hein, sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions antiracistes, où c'était toujours des suppléments d'âme parce qu'il y avait une vision très dogmatique, très j'allais dire caricaturale, c'est pas par mépris par rapport aux camarades, mais bon, une vision très étroite, je trouve, du marxisme, et ne voyant que les questions dites purement économiques, c'est-à-dire salarié contre patron, et puis voilà, le capitalisme comme dans sa version uniquement rapport économique, marchand, etc. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps pour que ce soit intégré, et la manière dont ça a été intégré, c'était un peu comme en gros la liste de courses, c'est-à-dire que bon, d'abord voilà, on fait tomber le capitalisme, on se met, et puis ensuite on aura les droits, etc., et puis l'écologie, c'était un tiret, et jusqu'à encore très récemment, et c'est moi en tout cas, c'est un des éléments qui m'ont convaincu d'abord dans le discours et dans le programme mis en avant par Jean-Luc Mélenchon, déjà en 2012, mais ça s'est vraiment affirmé en 2017, c'est la manière dont la question écologique a recentré tout le discours, où c'est vraiment l'élément clé, c'est le fil rouge et vert autour desquels s'est construit le programme et l'analyse, etc., en disant c'est la catastrophe civilisationnelle. C'est quelque chose qui, on va dire, en vrai, il y a une injustice écologique. On n'est pas tous au même niveau parce que voilà, c'est les riches qui polluent le plus, c'est les pauvres qui, etc. Mais voilà, qui en souffrent le plus. Donc il y a des inégalités, y compris vis-à-vis de la crise écologique, au niveau interne comme au niveau international. Mais c'est quand même en termes de civilisation humaine quelque chose auquel, à un moment donné, quand la planète explosera, ou le cataclysme ou le refroidissement général, on sera tous affectés. Et donc c'est quelque chose, voilà, qui change, en tout cas moi j'ai vraiment été convaincue, et je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment fait cette révolution écologiste
Et je crois, pour moi, c'est l'élément le plus révolutionnaire de notre propre programme. Parce que pour le reste, c'est des mesures classiques, on va dire, ou néoclassiques, néo-keynésiennes, vous appelez ça comme vous voulez. Mais la question de la transition écologique et d'en faire le fil rouge et c'est autour de ça que tout qu'on pense qu'il faut faire bifurquer, il faut révolutionner tous nos modes de production, de pensée, et puis voilà, et de s'organiser et de vivre ensemble, en fait. Donc oui, ça a été très très long, et ça arrive à un moment où on a presque plus le temps. Enfin, je veux dire, on a le temps. Je veux pas être trop catastrophiste parce qu'en vrai, voilà, tant qu'on est là, on peut faire, et il faut faire, et il faut se battre pour pouvoir faire. Donc tant qu'il reste un souffle de vie, d'espoir, voilà, il faut le faire, et tout ce qu'on fera servira pour changer les choses. Donc c'est pas par catastrophisme, mais oui, c'est vrai que on a mis du temps, voilà, à faire cette mue. Ouais. Non, mais c'est même pas qu'une mue, c'est vraiment un changement de paradigme, quoi, en termes intellectuels et théoriques. Et après, il faut aussi, moi, je fais partie de cette tradition politique où la théorie est importante, voilà, le marxisme, le matérialisme, etc. Et pour moi, il y a une continuité d'ailleurs entre le matérialisme marxiste et l'écosocialisme, parce que voilà, on parle de la réalité et des rapports de force réels, et donc la question de l'écosystème fait partie de ces rapports de force réels, des rapports de production, etc. Et donc c'est aussi important de l'écrire, de le théoriser, ça, en fait. Voilà. Et donc... Et bien, la tradition libertaire aussi a apporté à ça, écologie libertaire, et donc aujourd'hui je pense qu'il y a des bases à la fois théoriques, à la fois objectives, la réalité, etc., mais théoriques qui permettent de construire une analyse solide de ce qui se passe, et un programme de comment est-ce qu'on peut arriver à répondre à ça. Mais il a fallu du temps, et ça n'a pas été sans douleur quand même. J'espère que la réponse mettra moins de temps à arriver que la question. Ça dépend de combien on est à pousser pour ça. En fait, c'est ça l'enjeu. Alors là, j'ai une grosse question. Vous avez un parcours, donc je dis, assez militant, assez pluriel. Vous avez côtoyé des personnalités politiques de différents mouvements de la gauche. Tout le spectre à peu près. Vous avez évoqué tous les énormes défis auxquels on doit répondre, social, démocratique, écologique. Pourtant, on a l'impression que la gauche, dans son ensemble, n'arrive pas à se construire, n'arrive pas à faire union face à ça, à dépasser ces traditionnels clivages internes qu'il y a toujours eu. Mais il y a eu des époques où la gauche, elle a quand même su à se rassembler. Alors récemment ou plus anciennement avec Léon Blum, le Front Populaire, choses comme ça. C'est quoi votre constat? Pourquoi vous expliquez ça? Pourquoi, face à des dangers qui sont aussi forts que, au-delà même de la question de Emmanuel Macron, pas Emmanuel Macron, de la question de la planète, la question du danger même de l'écologie, des crises sociales qui sont très violentes, comment ça se fait que les diverses sensibilités à gauche qui ont toujours existé n'arrivent pas en ce moment à se rassembler? Déjà, c'est vrai évidemment, quelles sont les solutions? Les solutions, je ne sais pas si on a les solutions. Nous, c'est vrai que la France insoumise, elle s'est créée sur le constat qu'il y a encore, et on est encore dans ce moment, une dévitalisation de ce qu'on appelle la gauche, ou en tout cas des références, un tel dévoiement du mot et de ce que ça représente, des représentations, etc. Ça représente pour une mais c'est pas pour moi. Moi, je vous ai dit, je viens de l'extrême gauche, donc voilà, j'ai cité les références théoriques, etc. C'est pas pour moi personnellement, et je pense pas la question pour les militants politiques, etc., ou les responsables, un problème d'identification. Moi, je m'identifie très bien, trotsko, marxiste, luxembourgiste, je peux vous mettre toutes les étiquettes possibles, panafricaniste, internationaliste, mais une des causes ou conséquences de la crise démocratique, c'est quand même que une part croissante de la population et de celles et ceux qu'on a appelé le peuple de gauche, ou qui ont
qui ont pendant très longtemps voté à gauche, Parti socialiste ou communiste, ou même extrême gauche, trotskiste, etc., a arrêté de le faire, ou s'est abstenu, ou s'est mis à voter pour une partie, pas pour la majorité, mais pour une partie à l'extrême droite, parce que la majorité s'est abstenue tout d'un coup, et s'est réfugiée dans l'abstention. Et donc ça participe de ce qu'on appelait la crise démocratique, mais qui vient, et dans la source de ça, c'est le fait que des gouvernements étiquetés gauche, qui ont été élus parce qu'ils étaient en partie, ceux qui avaient voté pour eux, ils se disaient de gauche, ont fait la politique contraire. Non seulement n'ont pas tenu leurs promesses, mais ont fait la politique de droite contre laquelle les gens s'étaient mobilisés pour les élire. Ça a été, sur l'histoire un peu plus longue, le bilan très très mitigé, et encore je suis gentille, du mitterrandisme, des deux septennats en 80, quand cette gauche, l'union de la gauche, etc., arrive au pouvoir, 83. Je vous renvoie à... Moi, j'ai lu cet été, enfin, le bouquin de Amable et Palombari, on mettra les références voilà, qui s'appelle L'illusion du bloc bourgeois, et qui est vraiment très utile, c'est très court, et ça retrace en fait un peu ce processus de ce qui s'est passé pour que, voilà, c'est ce qu'on appelait la gauche, et quels étaient les enjeux à la gauche, et on en est arrivé à l'abstention, au rejet du politique, voire au vote d'extrême droite. Donc voilà, ça c'est la réalité objective. Voilà, encore une fois, moi je suis matérialiste, je suis marxiste. Voilà ce qu'on en est. Alors, et du coup, ça sert à rien de dire, mais en fait, nous, on est la vraie gauche. Enfin, moi, je l'ai fait pendant un temps. On est gauche radicale, gauche de gauche. On trouve tous les mots extra. Nous, on est la vraie gauche, eux, c'est la fausse gauche. C'est incompréhensible. Voilà. Et l'exemple le plus récent, et suite à ça, on a eu Macron quand même, hein, c'est le quinquennat de Hollande. Voilà. Et où c'était la gauche et les écologistes d'ailleurs, et qui ont fait une politique dans la lignée de Sarkozy, sous des formes moins caricaturales, mais voilà, qui ont fait la même. Et donc voilà, nous, c'est vrai que d'abord, ce que je vous expliquais avec le Front de gauche, et puis avec la France insoumise, on s'est inscrit en rupture, voilà, et très clairement en disant, ce n'est pas ça qu'on veut... Enfin, on n'a rien à voir avec ces gens-là, mais il fallait être en rupture très claire avec le Parti socialiste, la direction du Parti socialiste, pas les électeurs et électrices, pas les gens, etc. Mais cette direction-là qui continue à assumer jusqu'au bout cette orientation et ce bilan-là. Ils n'ont toujours pas fait le bilan, enfin, ils n'ont toujours pas rompu avec ce bilan-là et la politique qu'ils ont menée, et qui est une des raisons, enfin, ils ont été en responsabilité, parce que je veux bien dire, voilà, on a eu tort ou raison, mais en théorie, tout ce que vous voulez, ils ont été en responsabilité, et ils ont échoué, et on se retrouve dans cette situation. Donc il y a une responsabilité très lourde là-dedans. C'est pour ça qu'en partie, nous, quand l'analyse de dire, en fait, il faut pouvoir... Jean-Luc Mélenchon, dans une conférence à la Maison de l'Amérique latine, je trouve c'était en 2017, c'était pendant la campagne, ou un petit peu avant, ou je sais plus. Il a vraiment dit, il a vraiment synthétisé cette idée. C'était fédérer le peuple pour refonder la gauche, ou pour reconstruire la gauche. L'idée, c'était qu'il faut remettre du contenu dans les voilà, de quoi on parle quand on dit gauche. C'est pas tellement l'équité, c'est un programme, c'est des idées. Et nous on l'a fait avec le programme, c'est un programme de gauche. Mais ça s'adresse plus largement que les gens qui continuent à s'identifier à la gauche, parce que ces gens-là se sont réduits, parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui, et c'est ça qu'a utilisé Macron, parce que voilà, ce dégagisme, nous on appelait ça le dégagisme. Bon, maintenant, au début on nous traitait de tous les noms, mais tout le monde a repris cette analyse-là, où voilà, les gens ils en ont marre de tous ceux qui se mettent des étiquettes droite-gauche, parce qu'en fait c'est la même chose. Et donc il s'agissait, et il s'agit toujours, quand on fait une campagne qui parle des classes populaires, qui redonne du sens en disant voilà les classes, les ouvriers, les travailleurs,
on remet du contenu positif, on réhabille des affects. Pour moi, c'est un processus qui refonde, une idée de la gauche, voilà, sans l'étiquette, et qui s'adresse en fait à une majorité en fait de la population, étiquette ou pas étiquette. Et quand on dit en fait peu importe les étiquettes ou les gens pour lesquels vous avez voté avant, est-ce que si vous êtes d'accord avec le programme, si vous êtes d'accord avec ces idées-là et ce qu'on dit, en fait vous êtes les bienvenus. Quelque chose qui un peu libère de cet étiquetage, et qui libère justement de tous les concepts toxiques. Enfin, c'est pas les concepts en soi, mais c'est le fait qu'ils ont été rendus toxiques par les politiques qui ont été menées. Et voilà, et donc moi, voilà, je pense, et je suis 2 ans et demi plus tard, même 3 ans et demi plus tard, encore plus convaincue de ça, de la réalité de ça. Le mouvement des Gilets jaunes... L'importance de se baser sur les idées, sur du concret. Sur de quoi on parle, quoi. Oui. Quand on dit, plutôt que de dire la gauche, unité de la gauche, etc. On parle d'un programme, on parle de contenu, et on s'adresse, voilà, aux gens tels qu'ils sont. Et quelles que soient leurs étiquettes, on leur dit, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ci, ça, ça, ça. Et je crois, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il y a plein de choses à en dire, et il y a plein de choses qui sont en train d'être faites comme études sociologiques très très intéressantes là-dessus, mais il confirme en fait cette analyse-là, cette analyse du dégagisme, cette analyse d'un mouvement où il y a tout, où en fait c'est le peuple, les premiers éléments d'enquête le montrent, il y a à peu près toutes les catégories des gens qui ont voté, un petit peu France Insoumise, même peut-être beaucoup Front National, mais aussi Emmanuel Macron, etc. Il y a toutes les catégories, c'est hétérogène. C'est très hétérogène, des niveaux de conscience différents. Et il y a, mais ce qui les rassemble, et moi ce que je trouve quand même, hein, après des années de lavage de cerveau, de massacrage médiatique, ce qui a rassemblé les gens sur les ronds-points, c'est pas les immigrés dehors ou y en a marre des musulmans, etc. Dans un contexte où quand même on a des attaques terroristes, on a un contexte traumatique comme ça fort. Ce qui rassemble les gens, c'est l'injustice sociale, l'injustice fiscale, etc. C'est quand même assez... je dis pas que c'est magique, je dis pas que tout est bien, je dis pas... Mais faut quand même se dire... moi, je sais pas si ça me redonne... c'est pas que ça me redonne naïvement confiance dans l'être humain, etc. Parce que ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être pire. Mais ça l'est pas en vrai. Ça l'est pas. Et on le voit, y compris dans d'autres pays, ce processus-là. Et donc, du coup, il faut que... Pour moi, la gauche, entre guillemets, on doit partir de ça, en fait. On doit partir de... et c'est pour ça que quand le mouvement se lance, le mouvement des Gilets jaunes, il y a presque 1 an, nous, on s'est posé des questions, on se dit, en fait, c'est qui, en fait ? On n'a pas plus vu venir que les autres. Par contre, je pense que là où on a eu raison, et en fait, on a été confirmé, c'est que, on s'est dit, on va voir, quoi. Enfin, c'est être dans la lutte avec les gens pour voir, on part du réel. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu une discussion, parce qu'en plus, il y avait eu des appels de syndicalistes, de syndicats qui disaient, oui, attention, c'est l'extrême droite, etc. Et en même temps, ce qu'on voyait, c'était, c'est des gens, quoi. Oui, c'est des gens. Et on est allé voir, et on a vu le peuple, on a vu des peuples, on a vu... Et donc, c'est ça, et moi, de cette gauche-là, pour refonder, il faut déjà... Enfin, pour refonder, si on veut faire lutter, c'est déjà repartir de là, quand même. Hein. Ce mouvement-là, il a été seul, contre tout le monde. Alors, moi, je pense que nous, on a eu raison de tenir bon et de défendre pour les bonnes raisons, mais quand même, elle était où, la gauche, quoi ? Je veux dire, si on... Même si on faisait... Alors, on fait pas l'impasse, etc., on parle même pas de Hollande, on parle d'il y a 1 an, quoi. Il y a 1 an, tous ceux qui se disent de gauche, les étiquettes, il faut la gauche, etc. Ils étaient où, quoi ? C'est politique et syndical. Donc, déjà, partons de là. Est-ce qu'on peut partir de cette analyse, de se dire, voilà, là, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est en capacité de se battre aux côtés des gens ? Et dans cette bataille-là, je crois que c'est comme ça que nos propositions, nos idées, qu'on va refonder tout ça, qu'on va réécrire ensemble avec les gens d'une manière différente de ce qui s'est fait pour l'Union de la gauche, de ce qui s'est fait de la gauche plurielle, etc. Ni pire ni meilleur, mais actuel. Parce qu'en plus,
il y a tellement de choses, en fait. Il y a tellement de choses qui ont émergé dans ce mouvement de... À la fois, il y a un très bon article là, du Monde diplomatique qui a fait plusieurs bons articles sur les Gilets jaunes. Et là, c'est sur les 1 an dans l'Ardèche, et il revient interroger les gens, et il dit, en fait, il réinvente la sociabilité ouvrière. Et parce qu'une des choses que beaucoup de gens qui témoignent disent qu'ils ont retrouvé, c'est ce sentiment, cette solidarité, cette chaleur humaine, alors qu'ils étaient éclatés, explosés, etc. Et donc les formes de sociabilité ouvrière, ce qui se faisait au début du XXe siècle, dans les bourses du travail, en fait, les gens, ils sont en train de réinventer ça. Et on pourrait avoir une attitude un peu, justement, de professeur rouge, en disant, mais en fait, ils n'ont rien compris, ça c'était... C'est vrai, voilà, oui, mais en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en fait. Ça, on réinvente tout le temps. Mais voilà, là, il y a quelque chose. Là, il y a... Et donc c'est ces gens-là qu'il faut aller... Oui, et je pense que la gauche, et l'unité de la gauche, elle se fera comme ça. Elle se fera pas juste en disant, en se remettant une étiquette et en alignant en fait les sigles, quoi. Ça peut pas, parce que si ça va juste réunir les mêmes gens. Alors des gens, moi je connais presque tout l'arc, quoi, on va dire, sauf les socialistes, parce que c'était vraiment un autre monde pour moi, ça et c'est resté un autre monde pour moi. Mais parce que c'est pas du tout moi j'ai une sociabilité militante, c'est-à-dire que j'ai été formée politiquement par le militantisme et j'ai croisé des militants du Parti socialiste, mais l'appareil politique du Parti socialiste, il a été ou gouvernemental ou très institutionnel. Donc moi, je connais vraiment pas, quoi, pour le coup. Mais on va dire, je vois les figures de quoi il s'agit. Mais si on pense que l'unité et l'union va se créer ou par incantation ou par en disant voilà, c'est ça la vraie gauche, et comme ça on va convaincre les gens qui ont fait l'expérience de Macron qui vient du Parti socialiste, de Valls, de Hollande, etc. Je pense que les gens, ils ont pas une mémoire de poisson rouge non plus, quoi. On va pas leur faire à l'envers en disant ça y est, on a fait un trait, etc. Et puis surtout, c'est tellement... Enfin, c'est le recyclage des mêmes gens, des mêmes personnes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est revitaliser tout ça en partant du réel. Et c'est vrai sur les Gilets jaunes, et c'est vrai, par exemple, sur la lutte contre le racisme aujourd'hui, où avec cette attaque ciblée, systématique, organisée contre les personnes, les populations de confession musulmane. Et on dit, mais en fait, il faut partir des... Enfin, elle est où la gauche, là aussi? Excusez-moi, mais... ça ne fait pas partie, soi-disant, de notre ADN, d'être de toute l'histoire de notre... laïcité comme une protection. Mais même pas que la laïcité. Moi, je vais au-delà de la laïcité. Je suis laïque, etc. Mais moi, mes références, c'est les luttes d'émancipation. Et ça a été vrai dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, dans ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier, quoi. À un moment donné, tu es d'un côté ou de l'autre. Et est-ce que tu es du côté des personnes qui sont victimes? On parlait des opprimés, etc. Enfin, de quel côté tu es, quoi, à un moment donné? Si on n'arrive pas à dire, voilà les gens qui sont attaqués. C'est vraiment... voilà, c'est comme il y a 1 an par rapport aux Gilets jaunes. Pour moi, alors, il y a plein de différences, mais voilà, là, il y a des gens qui subissent une violence sociale, économique, démocratique, qui sont stigmatisés, etc., qui résistent à ça, qui se protègent contre ça, qui se mobilisent contre ça, et toi, t'es où? Enfin, voilà. Donc, après, bien sûr, la vie, la politique, c'est complexe, il y a des contradictions, tout le monde a des contradictions tout le temps, toujours. Comme on avait des contradictions quand on allait soutenir José Bové qui démontait des McDo, et on bouffait du McDo aussi. Enfin, voilà, ça aussi, c'est l'histoire de la lutte des classes, du mouvement ouvrier. Pour le coup, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais voilà, de quel côté t'es, quoi? Est-ce que t'es de la côté du peuple, des gens qui sont en lutte? Nous, pour moi, si la gauche il doit y avoir, elle ne sera que si elle est capable de se remettre de se remettre dans la lutte, quoi, de se remettre au service des gens qui luttent, qui résistent, qui se font attaquer, qui se font insulter, cracher, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on va la refonder. Nous, on parle juste pour... En même temps, on a essayé de formuler les choses. On a essayé de formuler depuis 2 ans et demi sous des formes différentes. On a parlé des marées populaires, on a parlé de la fête à Macron, on a essayé de trouver des formes, etc. Voilà, on a souvent eu peu de réponses, hein, encore une fois.
on s'est beaucoup fait attaquer en disant qu'on était solidaire, mais à chaque fois qu'on a fait des propositions unitaires, on a eu peu de réponses. Ce dont on parle, nous, s'il fallait théoriser un peu les choses, c'est de fédération populaire. Voilà, l'idée de fédérer, quoi. Fédérer le peuple, comme je vous disais, fédérer le peuple pour refonder la gauche. Même si c'est pas pour faire ça qu'on veut fédérer le peuple. D'abord, on veut fédérer le peuple parce qu'il a besoin il y a besoin que toutes les gens qui luttent en ce moment, etc., se renforcent les uns les autres et qu'on gagne, quoi. Il faut fédérer le peuple d'abord pour gagner sur des batailles, pour gagner pour l'hôpital, pour gagner tout ça. Et que dans ce processus-là, il y a plein des... 2022. Mais c'est pas pour 2022 là, c'est pour le 14 novembre qu'il faut faire gagner les urgentistes et l'hôpital. Pour maintenant qu'il faut faire gagner, c'est pour le 8 décembre qu'il faut le 15 décembre qu'il faut faire gagner sur la question des retraites. Et en plus ils ont les chocottes là en ce moment, ils essaient de tourner dans tous les sens et c'est pour je parlais du 8 décembre parce qu'il y a le collectif de soutien aux jeunes du Mantois qui voilà, c'est maintenant qu'il faut faire gagner contre les violences policières. Voilà, on a besoin de faire gagner ces luttes comme en ce moment les salariés sans papier gagnent quand ils font des piquets, et donc il faut aider les chronopostes d'Alfortville qui sont encore en lutte pour gagner, comme les femmes de ménage gagnent en ce moment sur plusieurs luttes. Donc c'est pas pour 2022 qu'il faut faire gagner. Si, parce que c'est la condition pour que les gens ils soient à nouveau convaincus que la lutte paye, parce qu'on gagne, que ça redonne confiance, que ça fasse reculer le gouvernement, et c'est ça la dynamique qui permet de gagner en 2022. C'est pas en 2022 qu'on fera un colloque et puis on mettra tout le monde autour de la table et on dira voilà, on vous présente le ticket gagnant. Bah non. Non, les gens, ils ont besoin de gagner maintenant, quoi, pour pouvoir boucler leur fin de mois, pour que les urgentistes, les gens qui tiennent le symbole de la solidarité à bout de bras, qui en peuvent plus, etc., ils puissent un peu ça réglera pas tout, mais ne serait-ce que souffler et se dire c'est bon, on a évité le pire de la catastrophe, parce que là ils en sont à dire. Moi j'étais à Lariboisière, l'hôpital Lariboisière à Paris, près de la gare Nord là, il y a quelques semaines, et voilà, et en fait ils me disent en fait c'est... Enfin, nous, si on lâche, en fait, on laisse tout à volo, quoi. C'est ce que je vous dis, on est à l'os. Donc, pour que ces gens-là, ils puissent se dire, on a évité la catastrophe, là, on peut un peu souffler avant de se remettre, parce que ça suffira pas, il faudra d'autres. Bah, c'est maintenant qu'il faut que la gauche, elle soit d'abord utile à ça. Si on veut que de ce processus-là, avec une stratégie, nous, ce qu'on propose, voilà, c'est de fédérer tout ça, pas... voilà, comment les luttes, elles se renforcent, comment de rendez-vous en rendez-vous, etc. Et que dans ce type de dynamique, en fait, des choses vont émerger. Et il faut écrire avec tout ça, ensuite, un récit, des propositions, un programme qui reflète ces batailles, ces résidences, ces victoires-là, dans un projet, quoi, dans un projet politique. Voilà, pour moi c'est ça la fédération populaire, pour moi c'est ça fédérer le peuple pour gagner des victoires ici et maintenant, et pour construire les victoires, y compris électorales, de plus tard. Voilà. Sinon tout le reste c'est même pas de la littérature, parce que moi la littérature c'est intéressant, et c'est divertissant, etc. Mais c'est du blabla, quoi. Voilà. Magnifique conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous voyez, ça a déroulé pour le coup. Une fois que je suis lancée, ça passe. Merci. Au revoir.